Pour la toute dernière partie de la matinée, nous allons à la rencontre de Louise Harel. De la création d'Emploi Québec à la loi sur l'équité salariale, elle nous partagera sa vision de l'innovation sociale, de l'inclusion et du courage nécessaire pour transformer nos institutions. C'est une entrevue qui promet d'être inspirante et qui mettra en lumière l'héritage d'une pionnière et les défis actuels pour bâtir une société plus juste, ouverte et audacieuse. Pour cette entrevue de clôture, veuillez accueillir notre directrice générale, Marie-Christine Ladouceur-Girard, et Louise Harel. Bonjour Marie-Christine. Hey Louise! Quel plaisir de t'avoir ici à la Maison de l'innovation sociale. D'autant que nous nous sommes rendus compte que nous avions 40 ans de différence. C'est-à-dire que Marie-Christine va avoir bientôt 40 ans et moi, j'en aurai bientôt 80. Et presque 20 ans d'amitié. Et plus que 20 ans d'amitié. Louise, vraiment, c'est un honneur. On t'a récemment présenté sur nos médias comme une figure historique de l'innovation sociale. Moi, un de mes chevals de bataille, c'est vraiment de démocratiser ce mot-là. Il y en a plusieurs qui en ont parlé parce que, bon, c'est encore nouveau. Mais finalement, l'innovation sociale, c'est quoi? C'est créer des nouvelles solutions au bénéfice collectif, au bénéfice de la société. Et comme ma collègue l'a mentionné, tu en as eu plusieurs dans ton vaste parcours et j'ai écouté le reportage à Radio-Canada là, qui s'appelle L'Indomptable Voix, et même moi qui te connais depuis des années, j'ai réalisé l'envergure de ta carrière, à quel point tu avais transcendé les générations. C'est pas pour rien que tu as des amis dans toutes les générations, c'est parce que tu as été là vraiment longtemps, puis tu as des grandes réalisations comme la création d'Emploi Québec, comme la création de la loi sur l'équité salariale. Donc, j'ai envie que tu nous en parles, mais j'ai surtout envie de savoir la femme derrière tout ça. Qu'est-ce qui t'a façonné comme femme dans ce parcours? Alors, j'ai bien lu tes questions. Hein? Et en fait, rapidement, là, je dois dire que cet esprit critique qu'on souhaite, j'ai l'impression de l'avoir depuis mon enfance. Hein? Mais j'ai participé à tout ce qu'il pouvait y avoir d'organisation à l'adolescence et à l'âge comme jeune adulte. Alors donc, ce leadership était très développé quand on participait à ces organisations. Je pense que ça a eu pas mal d'impact. Évidemment, j'ai lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir à 15 ans. Et ça à 15 ans. À 15 ans, oui, parce que et puis après, toute la littérature féministe américaine aussi, qui est assez passionnante. Alors ça a certainement eu beaucoup d'influence, là, je suis certaine. Sur toi en tant que femme. Oui. Et puis, je suis allée, moi, dans un séminaire Sainte-Thérèse. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas, à l'époque, ou pas, j'imagine? Ils viennent de faire un pavillon à ton nom, en Oui, plus. effectivement, oui. Ils ont ouvert un pavillon. L'enseignement supérieur, mon père voulait m'envoyer, moi, à une école supérieure d'enseignement ménager. Et il était bien convaincu que mon avenir serait garanti avec... Ça existait pendant à peu près une vingtaine d'années, ces écoles qu'on appelait École supérieure d'enseignement ménager ou instituts familiaux, et qui portaient aussi le nom d'École du bonheur. Et donc, et mon père était un universitaire, historien, enseignant, qui souhaitait de tous ses voeux la réforme de l'éducation, qui a suivi la réforme parents, mais c'est comme si ça ne s'appliquait pas aux filles. Alors, quoi qu'il en soit, de toute façon, je me suis retrouvée aux études supérieures dans un ancien séminaire, grâce à Paul Gérin-Lajoie. Paul Gérin-Lajoie, n'est-ce pas, que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de remercier pour les décisions qu'il a prises comme ministre de l'Éducation, en fait, avec le nouveau ministère, mais aussi en obligeant, pour qu'il y ait financement des collèges classiques, d'accepter des étudiantes. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Sainte-Thérèse, au séminaire Sainte-Thérèse, qui est devenu le collège Lionel Groulx, le cégep Lionel Groulx, et c'est que j'ai terminé finalement mes études classiques.
Et juste à cet égard-là, justement, j'en parlais tantôt avec Luciano, mais cet aspect extrêmement important de pouvoir comprendre la complexité du monde. Dans l'échange qu'il y a eu tantôt avec Richard Martineau et Dominique, c'est comme si d'un côté, il y avait la complexité, puis de l'autre côté, le simplisme pour moi. Là. C'est une question, et maintenant, c'est ce à quoi les algorithmes nous amènent, à penser que le monde est dans la simplicité. Tout est complexe, il faut l'accepter. Et les études de l'époque permettaient, par exemple en rhétorique, de faire des débats pour et contre. Hein? C'était des aspects extrêmement importants. Et ça m'a fait penser qu'en politique, il y a une chose qu'on apprend qui est passionnante, parce que 80% de notre temps, c'est en commission parlementaire, et on apprend justement à entendre un point de vue et son contraire. Et c'est cet aspect-là, je pense, qui doit être vraiment introduit dans l'enseignement. Dans le débat citoyen. À tous les niveaux. L'enseignement, à partir du primaire, du secondaire, à tous les niveaux, au collège. C'est-à-dire que pour comprendre la complexité du monde, il faut être capable de comprendre un point de vue et son contraire. Oui, puis la complexité, c'est au cœur de l'innovation sociale. Hein? Comme j'aime toujours le dire, c'est quand un enjeu est tellement complexe que tu ne sais pas par quel bout le prendre, c'est là où tu as besoin d'une démarche d'innovation sociale. Et évidemment, ça prend du courage. J'aime dire que les innovateurs sociaux, on s'ignore, on ne se lève pas le matin en disant « Ah, ben on va faire aujourd'hui de l'innovation sociale ». Non, on va résoudre des problèmes. Chaque jour, on se lève pour résoudre des problèmes. Puis toi, c'est ça que tu as eu à faire dans ta carrière, confronté à différents enjeux. À un moment donné, tu as dit « Bon, on va créer Emploi Québec », par exemple. D'où tu puisais ce courage-là, cette audace-là? D'abord, Luc Sirois, oui. C'est Luc Sirois ce matin a dit exactement il faut écouter. Il faut vraiment écouter. C'est un aspect majeur, déterminant, important. Enfin, moi, ça me vient du fait que je suis députée d'un comté ouvrier. C'est à la fin du siècle dernier. Et ce comté ouvrier qui, en quelques années, je dirais à peu près en 5 ans, perd 8 000 emplois. Donc, pensez les trains, les bateaux, les raffineries. Et les gens se retrouvent, ces travailleurs qui gagnaient de bons salaires, avaient souvent des 6e années parce qu'ils avaient appris sur le tas. Et je les ai connus, je les ai aimés aussi, et vice-versa. Là, je suis restée 28 ans leur députée. Alors, c'est certain qu'à partir de là, m'est venue justement cette absolue nécessité que le Québec puisse contrôler finalement son destin. Et sa politique d'emploi. Sa politique d'emploi qui était divisée, ça faisait quand même 28 ans que, tout parti confondu à l'Assemblée nationale du Québec, on réclamait le transfert de la formation professionnelle qui se trouvait à Ottawa. Parce que vous comprenez bien que un marché de l'emploi entre Vancouver et Terre-Neuve ne peut pas être géré à partir d'Ottawa parce qu'il y a trop de différences profondes et fondamentales dans la composition même du marché du travail. Alors, ça faisait des décennies. Bon, moi, en fait, ce qui a été un privilège que j'ai eu, c'est que j'ai eu un vis-à-vis à Ottawa qui s'appelait Pierre Petitgrou. Et c'est avec lui que je me suis entendue quand ça a bloqué complètement avec les hauts fonctionnaires et sous-ministres. On avait convenu chacun qu'on s'appelait. C'était à l'époque où on n'avait même pas de cellulaire, alors j'ai pris des 25 sous pour l'appeler. C'est aussi, dans la machine. Aussi simple que ça, pour le rejoindre, parce qu'on avait changé nos téléphones. Et là, j'ai dit, Pierre, là, ça bloque, il faut qu'on débloque ça. Il était ministre. Puis ça faisait des années que ça bloquait. Vous savez sur quoi ça bloquait? Ça bloquait sur la langue. Quand il est là ou pas, ça bloquait sur la langue. Finalement, c'était que le conseil privé à Ottawa voulait que le transfert se fasse à la condition que c'était des services bilingues. C'est-à-dire, le matin, dans les centres d'emploi Québec, ils auraient dit « bonjour, aïe » ou en fait quelque chose comme ça. Là. Et puis, on a trouvé un accommodement
parce qu'il faut des accommodements. Si jamais, enfin, on va parler d'autres choses, mais si ça vous tente de savoir quel accommodement, je vous raconterai. Wow! Donc, l'écoute puis savoir dialoguer aussi avec Ottawa, avec Oui. un parti qui n'était pas forcément naturel. Un autre élément aussi, c'est l'expérimentation. Luciano en a parlé aujourd'hui en innovation sociale. On donne des espaces sécurisés pour expérimenter des choses parce que quand on lance une nouvelle solution, il y a des risques financiers, il y a des risques politiques. Il y a un élu qui me disait, quand on échoue, Marie-Christine, c'est fini, les citoyens ne donnent plus le droit d'innover encore. Est-ce que toi, tu as senti que tu avais l'espace pour expérimenter des choses durant ton parcours de ministre? En fait, je l'ai pris. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'on nous le donne. Non. Non. Et puis, au début, tout début, lorsque je suis arrivée jeune députée, j'appelais justement, on a été question là, de la ligne de parti, j'appelais ça la dictature de la ligne de parti. Puis, finalement, au fil des décennies, j'ai compris qu'elle pouvait être très utile, la ligne de parti, parce qu'il y a pas mal de réformes qui ont pu être faites, entre autres sur l'équité salariale ou sur le partage du patrimoine familial ou sur d'autres dispositions majeures qui concernent les femmes grâce à la ligne de parti. Alors, qu'est-ce que c'était ta question déjà? Est-ce que tu avais eu le droit d'expérimenter? Tu m'as dit, je l'ai pris, le droit. Oui. Je l'ai pris. Mais d'ailleurs, tu as démissionné 2 fois. J'ai appris ça dans le documentaire. En fait, j'ai offert ma démission. Oui, une fois, mais comme ministre. Il faut être conscient. Là, moi, je crois énormément à la fonction de député. J'y crois... En fait, j'y crois à la manière dont M. Lévesque y croyait. René Lévesque, quand j'arrive comme député, à l'époque, il est premier ministre, et ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il y a de plus important de ce que vous allez faire dans votre vie, c'est d'être député. Et c'est cette fonction-là qu'on a discréditée depuis, dévalorisée. On pourra y revenir, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, moi, j'ai offert ma démission comme ministre. Une fois, j'ai démissionné comme ministre. C'était le beau risque. C'était une autre époque, beau risque du fédéralisme. Moi, je crois au beau risque de la souveraineté. Mais quand, finalement, je suis restée députée, et à ce moment-là, quand même, M. Lévesque m'a offert de prendre la responsabilité de la réforme du Code civil. Alors, avec Gilles Rémillard, on a fait les 3300 articles du Code civil pendant des mois et on a réformé, en fait, on a eu un nouveau Code civil, ce qu'on attendait depuis 1958. Wow. Voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les ministres ont aussi cette capacité-là d'offrir leur démission? Comment tu contextualises ton expérience dans le temps? Est-ce que ce serait impensable ou c'est juste une question d'audace? Évidemment, je pense que ça se fait encore, je crois, vraiment. Mais ce n'est pas nécessaire que ce soit dans les médias. Ce n'est pas nécessaire que ce soit dans les journaux. Les rapports de force dans les coulisses existent toujours, je pense qu'ils existent encore. Mais... je pense que Dominique a dit quelque chose que moi, je me suis répété pendant 28 ans. Si je suis capable de rester, c'est parce que je suis capable de partir. Et je suis capable de partir n'importe quand. C'est ça qui me permet de rester. Ça, c'est vraiment, je pense, la règle. L'indépendance. Oui, absolument. C'est toujours une garder ton règle extrêmement... C'est la règle pour survivre. Et je disais toujours, c'est la seule règle pour ne pas faire des pierres au foie. Là. Louise, j'aimerais ça qu'on parle des migrations, qui est un sujet qui nous tient les deux à cœur. Tu as été ministre de l'Immigration une courte période, mais quand même. Puis, je lisais sur une autre figure marquante du Parti québécois avant toi, Gérald Godin, qui avait dit à l'époque sur les sans-papiers que la mobilité est importante puis qu'on n'allait pas fermer la porte aux sans-papiers. C'était un discours au Parti québécois qui contraste énormément avec celui qu'on entend aujourd'hui, avec celui qu'on vient d'entendre dans le duo Improbable. C'est quoi ton analyse de l'évolution de la situation sur cette question-là, très importante pour toi?
évidemment, il y a une réalité démographique qu'il faut prendre en compte. Hein. Moi, quand je suis ministre de l'Immigration, c'est le gouvernement de René Lévesque, donc c'est M. Lévesque, on est en 84, et on reçoit environ 33 000 nouveaux arrivants. Quand je quitte, moi, je fais la sociologie, puis après, je vais faire le droit, puis le barreau, il faut faire un stage. Je fais mon stage au ministère de l'Immigration. À ce moment-là, on est à la fin des années 70. Alors, c'est une époque où le ministère existe depuis 10 ans. Il faut comprendre, le ministère de l'Immigration, là, c'est québécois, a été, en fait, c'est récent en 68. Bon, pour moi, c'est récent, relativement. Et donc, et ce que je constate, c'est que il n'y a plus un discours d'intégration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la préoccupation, on est dans la simplification extrême, comme s'il n'y avait que les seuils qui comptaient, alors que c'est un dossier complexe. Et il faut reconnaître cette complexité et il faut pouvoir l'aborder. Je vais vous donner quelques exemples sur comment on pourrait justement proposer et favoriser l'intégration. À l'époque, on avait les COFI. Oui. Les COFI étaient des centres d'orientation, de formation et de francisation. COFI, donc, qui s'adressaient aux nouveaux arrivants, quelle que soit leur scolarité, quelle que soit leur origine. Là, on comprend qu'il n'y a de préoccupation que pour la francisation. Et je comprends, moi, je constate surtout qu'il y aura de plus en plus de locuteurs de langue française parce que l'enseignement, maintenant, se fait en français chez les enfants des familles immigrantes et de plus en plus, la sélection se fait aussi, mais des locuteurs de langue française peuvent être des locuteurs de langue seconde, le français langue seconde. Il n'y a pas de culture de langue seconde. Alors, si on n'associe pas langue et culture, et langue et intégration, à mon point de vue, on ça ne devient pas une langue de cœur, ça devient une langue plutôt ça ne devient pas une utilitaire. langue d'intégration. Ça devient un peu... Peut-être parlez-vous mieux anglais que moi, mais moi, j'ai suivi, je ne sais pas, un nombre innombrable de cours adultes pour être capable d'en parler, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a comme priorité la culture anglaise. Donc, c'est une langue seconde. Et le français au Québec devient de plus en plus une langue seconde parce qu'on omet justement de planifier et d'intégrer ce qui devrait être finalement une intégration à la culture. On le dit pas, on l'a dit encore ce matin, mais je pense que c'est important de le souligner aussi. Mais aussi cette intégration qui est possible. On n'en parle jamais. Et c'est ça qui est très décevant. Oui, puis on parle beaucoup de capacité d'accueil, de seuil, comme disait Richard Martineau, et là-dessus, je suis d'accord avec lui, puis j'ai un peu dans un chapeau, mais on parle peu de volonté d'accueil. Oui. De quelle volonté on se donne. Mais en même temps, on peut penser que notre système d'immigration est cassé. Oui, parce que ce système d'immigration reposait sur une immigration permanente et reposait sur une sélection d'immigration permanente. À partir du moment où on introduit l'immigration temporaire, comme bien des pays l'ont fait, là, pensez à l'Allemagne avec les Turcs, pensez à la France avec les Algériens, sans qu'il y ait au bout de une résidence permanente possible, c'est vraiment introduire de la discrimination dans notre société. Et ce qu'on a introduit, à terme, peut aussi nous... ce ne sont pas que les gens discriminés, en fait, ces nouveaux arrivants temporaires qui sont discriminés, c'est aussi comme société qu'on est en diminution de notre propre humanité.
Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on retourne vraiment à cette vision d'une immigration permanente. Pourquoi est-ce que... écoutez, c'est pas peu, là. La première fois dont on va parler de ça, c'est dans une commission parlementaire qui se déroule présentement, puisque jusqu'à maintenant, jamais il a été question... Des seuils temporaires. Des seuils temporaires. Mm-hmm. Alors, et comme si on avait fait un déni de société sur cette question-là, qui est tellement importante. C'est assez récent, ça fait même pas 2 ans qu'on en parle publiquement. On a parlé de polarisation, puis je peux pas ne pas m'empêcher de revenir sur une phrase qui a été dite dans le duo Improbable avant, sur le fait que les décisions doivent être prises loin des émotions. Est-ce que ça t'a fait réagir? Écoutez, en fait, s'il y a une seule chose qu'il faut introduire, c'est justement l'intelligence émotionnelle. Parce que des décisions sans émotion, eh bien, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. On n'a pas... on n'a pas... Puis s'il y a quelque chose, quand je pense à toi, ton parcours, c'est bien des décisions basées, comme tu l'as dit, sur l'écoute, sur le terrain, sur les émotions, sur les histoires que tu entendais. Oui. Et ce qui est passionnant, parce que souvent, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il faut la parité homme-femme dans la vie publique et entre autres dans les décisions publiques? Et je pense parce qu'il y a une compétence que les femmes ont, qui est celle du doute. On doute beaucoup plus que les hommes, pour toutes sortes de raisons culturelles. C'est pas dans notre ADN, là, mais c'est une transmission culturelle. Et comme on doute, on introduit le doute. C'est essentiel. Essentiel. C'est pour cela, d'ailleurs, que je pense que dans les conseils d'administration d'entreprise, ils ont découvert que finalement, une présence féminine était très, très efficace. Il les rendait beaucoup plus efficaces parce que les femmes introduisent le doute. La prise de risque. Il faut à un moment donné, évidemment, c'est cette complémentarité homme-femme qui permet à un moment donné de passer à la décision, là. Mais voilà. J'aurais envie d'ouvrir la période de questions et demander à l'équipe de déboguer d'ouvrir l'iPad parce qu'on va prendre les questions du public pour Louise. Mais justement, Louise, cette polarisation, toi, est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu te dis que ça a toujours existé, cette polarisation-là, ou tu vois vraiment une montée? C'est quoi ton analyse de... Bon, d'abord, je pense que dans l'opinion publique, dans la population, au Québec en particulier, pour toutes les raisons que l'on sait de notre existence, qui a toujours, pour laquelle on a toujours un sentiment de fragilité, on ne peut pas se permettre cette polarisation. Ça, au départ. Et je pense que ça s'est traduit par une ouverture, surtout, je dirais, là, vraiment, depuis que les femmes sont présentes, toutes parties confondues, à l'Assemblée nationale du Québec, de ce que moi j'ai connu depuis depuis tout le temps où j'y fus, c'est une approche qui est transpartisane. Les vraies réformes, là, les grandes réformes qui se sont faites, là, les réformes dernièrement, mourir dans la dignité, la réforme de l'équité salariale, je pourrais vous en parler parce que cette réforme n'aurait pas été possible sans justement cette solidarité transpartisane. Les tribunaux, les tribunaux spécialisés là, qui vont être mis en place et combien d'autres réformes n'ont pu être possibles. Et même, si on reprend celle de la Révolution tranquille, il est évident qu'à l'élection de 1966, Daniel Johnson avait fait campagne sur le fait qu'il allait mettre fin à la réforme d'éducation. Il ne l'a pas fait, il l'a poursuivi. Et c'est parce qu'il l'a poursuivi qu'elle, finalement, s'est officialisée et qu'elle a donné cet élan économique. Je disais à certaines des personnes que je rencontrais aujourd'hui, comment se fait-il que c'est comme passé inaperçu le prix Nobel de l'économie l'an dernier, le prix Nobel qui a été octroyé à 3 chercheurs,
qui ont démontré que la démocratie libérale est celle qui offre de meilleures conditions de prospérité parce qu'elle favorise l'innovation. Alors, voilà. Il y a plein de questions pour toi, Louise. Je me réserve la dernière question, mais beaucoup disent, c'est quoi la priorité là, au Québec, selon toi? Le grand enjeu là, sur lequel on devrait travailler? La réforme d'éducation. Ouais. C'est impensable qu'on s'en va droit, là, tout droit vers un grand problème avec vraiment le système à 3 vitesses. Ça ne peut pas, il n'y aura plus d'intégration. Il y a une partie des nouveaux arrivants dont les enfants se retrouvent à l'école publique montréalaise et qui n'ont plus aucun contact avec des enfants de familles de souche et des enfants. Et ça, cette école à 3 vitesses est un des problèmes majeurs pour le Québec. Il y a plein de bonnes questions. Il y en a qui demandent comment tu gardes ta vivacité d'esprit à 79 ans, que c'est remarquable. Est-ce que tu as des trucs à nous donner pour bien vieillir? Là, c'est la question Jeannette. Écoutez, il faut cultiver son indignation. Ta plus grande fierté, Louise? Pas une question facile. Non, c'est ma plus grande fierté, c'est d'être restée moi-même. Oui, c'est vraiment, oui. Le plus possible. Le plus possible. J'ai quand même été contaminée, mais quand même. Louise, une question difficile qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui nous touche beaucoup toutes les deux. Je pense que tu vas deviner. Oui. Gaza. Bien sûr. Mon conjoint est d'origine palestinienne. Et moi, je dois vous dire que je suis allée bien des reprises. Sa famille est actuellement à Nazareth. Alors, on oublie souvent que chez les Palestiniens, il y avait toutes les confessionnalités. La première fois que mon père le rencontre, il lui dit gentiment, très gentiment, « Il y a longtemps que vous êtes converti, M. Amran. » Il lui répond « Au moins 2000 ans, M. Harel. » Et donc, je suis allée à Gaza, évidemment, aussi. Et puis, pour moi, la loi du plus fort est toujours la pire. Hein? Alors, c'est bien sûr que j'ai suivi et je me suis impliquée le plus possible. Il y a tellement de questions, Louise. Je m'excuse, j'ai de la difficulté à suivre le rythme, mais il y en a qui disent simplement « Merci, Madame Harel, vous avez remis du baume sur nos cœurs blessés. » Après le duo improbable, on ne peut deviner la force de votre travail, c'est inspirant. Qu'est-ce qui empêche Madame Harel de dormir la nuit? Gaza. Écoutez, je pense que pour des décennies, on pourra pas y échapper. Il s'est produit quelque chose qui a très profondément affecté notre humanité, notre propre humanité, et qui l'affecte et qui peut-être l'affectera encore. C'est difficile de revenir aux autres sujets après un sujet si profond, mais il y a beaucoup de gens aussi qui demandent sur les reculs en environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Énormément. Énormément. Mon inquiétude actuellement, c'est on assiste à des reculs. On a juste effleuré la question de la fenêtre d'Overton. Hein? Cette fenêtre d'Overton, peut-être vous êtes consciente et conscient là, de ce que ça signifie, c'est-à-dire que dans une société, il y a toujours un espace de ce qui est acceptable de débattre, mais cet espace qu'on appelle la fenêtre d'Overton, là, du nom de celui qui a conçu le concept, elle se déplace. Hein?
par exemple, on est consciente, des femmes québécoises, qu'on a fait des potes géantes parce que, finalement, soit le droit de vote ou l'interruption de grossesse, l'avortement, ou encore mourir dans la dignité, c'était des questions qui n'étaient pas débattues et qui, finalement, l'ont été. Mais tandis que là, on comprend tous que ça se déplace. Hein? Alors, on se déplace vers la droite, là, présentement. Et ce déplacement devient banal d'une certaine façon. Ça devient intégré, ça devient familier. C'est-à-dire, quand on parle d'assaut, comme l'a fait M. Legault, on parle d'assaut. La première réaction, c'est évidemment de trouver ça outrancier, mais finalement, il y aura des mesures mitigées, puis on va faire « ouf, c'est moins pire qu'on a pensé ». C'est ça, la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que de normaliser. On normalise parce que c'est moins pire que ce qui pourrait être. Et ça m'inquiète beaucoup, beaucoup parce que on était sur un élan, puis il faut continuer d'être sur un élan parce que ce qui est le plus inquiétant, c'est de nous dire le reste du monde n'est pas rendu où nous sommes. Alors, il faut qu'on arrête pour les attendre. Et c'est ça qui est en jeu, là, parce que dans le narratif de ce recul, c'est l'idée, on n'ira pas plus vite pour qu'on ne soit pas un modèle, finalement. Peut-être une dernière question, justement, sur la question des femmes et de l'avenir. Si tu avais une jeune femme devant toi qui voulait se lancer en politique. Alors, je lui dirais, c'est le plus beau métier du monde. Ah oui, vraiment, on vit en 4e vitesse. On est comme sur un bolide, là, à la fois le pied sur le frein puis le pied sur le gaz, puis il faut que ça tienne. Et en même temps, c'est la plénitude entière parce qu'on a vraiment le sentiment et il est possible qu'on améliore la vie des gens. Oui. Et tu l'as montré avec des réalisations très concrètes. Je le souhaite. Merci infiniment, Louise, d'avoir accepté d'être là. Louise à la Maison de l'innovation sociale.